Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismart, tous les jours du lundi au vendredi, et c'est en direct, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, c'est l'histoire d'une reprise d'entreprise. Valérie Pianelli-Guichard nous raconte comment elle est devenue PDG d'une marque de parfum. Elle sera avec nous dans quelques instants. Smart et Réglo, les nouvelles règles imposées aux entreprises en matière de corruption. Une avocate nous explique tout, c'est un sujet très technique, tout part de la loi Sapin 2. La pause café, alors pas avec Fanny Griesmer aujourd'hui, mais exceptionnellement avec Simon Durand. C'est un globetrotter parti avec sa caméra à l'épaule à la rencontre dans le monde entier de toutes les manières de travailler et de penser le travail. Il sera avec nous et il nous fera découvrir en exclusivité un extrait de ce documentaire. Le cercle RH, notre débat, le serpent de mer. Oui, la place des avocats en entreprise. Ils perdent leur statut lorsqu'ils deviennent conseillers juridiques, mais vous allez le voir, les choses avancent et peut-être que dans quelques mois, il y aura des avocats, de véritables avocats au sein de nos entreprises. Et puis on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, la formation. Oui, elle occupe une grande place, notamment sur le site du Bon Coin. On en parlera avec la directrice emploi, ce sera à la fin de notre émission. Mais tout de suite, bien dans son job, on part à la destination de fragrance, parce qu'on parle de parfum, vous l'aurez compris. Bien dans son job, on part à la rencontre d'une femme PDG. On parlera évidemment de la place des femmes dans l'entreprise, à la tête des entreprises évidemment. Une femme PDG qui va nous raconter son histoire. Valérie Pianelli-Guichard, merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes aujourd'hui PDG du Comptoir Sud Pacifique, marque de parfum. D'abord, un mot, est-ce que vous êtes bien dans votre job? C'est un peu une question que je pose rituellement à nos invités dans cette rubrique. Tout d'abord, bonjour. Oui, je suis très très bien dans mon job. Et d'ailleurs, je suis tellement heureuse que je ne changerai pour rien au monde de ce job. De ce job, vous êtes PDG d'une entreprise. Faites partie de ces rares femmes PDG. Alors c'est une PME aujourd'hui, beaucoup de prestataires pour fabriquer ce parfum. D'abord, en un mot sur votre histoire, parce qu'on ne devient pas PDG d'une entreprise de parfum, une marque qui existait, que vous avez dépoussiérée, vous lui avez redonné un nouveau souffle et de nouvelles odeurs, on va en parler. Quel était votre parcours pour accéder à ce poste ? Alors, mon parcours est assez atypique puisque j'ai commencé par des études de pharmacie, mais la pharmacie peut amener à tout. Pharmacienne. Pharmacienne au départ, suivie d'études d'un cycle à l'ESSEC, ce qui m'a permis effectivement, avec des diplômes comme ça, à la fois assez scientifiques et économiques, d'accéder à l'industrie pharma. Et mon évolution de carrière, au départ, s'est faite au sein de l'industrie pharma. Donc, c'est là que j'ai appris vraiment la gestion, c'est là que j'ai appris à travailler, on va dire. Et puis, à un moment, vers 40 ans, j'avais une certaine maturité professionnelle et j'ai commencé à réfléchir sur ma propre vie et me dire... C'est un travail sur soi-même, là, à ce moment-là. Absolument, absolument, c'est très important. Sur sa personnalité et puis sur ce qu'on souhaite vraiment dans la vie. Et là, au vu de mon caractère, je suis quelqu'un d'extrêmement indépendant. Je me suis posé la question, est-ce que je veux continuer à évoluer, bien sûr... Dans la hiérarchie d'un groupe ? Absolument, dans cette pyramide très complexe. Ou alors, est-ce que je veux voir ce que je vaux moi-même sur le marché du travail ? Et là, vous basculez. Et là, j'ai basculé, effectivement. J'ai réfléchi environ 1 an, parce que c'est une décision lourde à prendre. C'est pas simple, oui. C'est pas simple. On quitte un statut de salarié pour devenir chef d'entreprise. Et surtout, si vous voulez, on quitte tous les filets protecteurs. Parce que malgré tout, quand vous êtes salarié à des postes de direction, etc. Certain confort. Vous avez un certain confort de vie, un certain confort de salaire, et vos risques, à part celui à la limite de se faire lourder. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de risque si vous faites bien votre travail. Donc c'est un choix, ça c'est intéressant pour ceux qui nous regardent, c'est aussi un choix familial qu'on engage. C'est un choix familial. Je pense, on en parle dans le cercle familial. Exactement, parce que ça engendre des changements importants. Et si j'ai fait ce changement à 40 ans, c'est parce que mes enfants commencent à être
assez âgée. Libérer des obligations de maman. Mon époux était pas d'accord au départ, mais finalement ça se travaille. Et il l'a été finalement, parce que vous l'êtes. Il l'a été. Et donc, cela, après un chemin, si vous voulez, de quelques mois, a abouti effectivement à ma démission, puisque j'ai démissionné. Donc, je n'ai même pas négocié. J'avais pris la décision de partir, de chercher à racheter une entreprise. Vous l'aviez trouvé au moment de la bascule, ou c'est d'abord vous réfléchissez à l'intérieur, puis ensuite vous prospectez, j'imagine, des entreprises? Si vous voulez, d'abord, j'ai fait ce chemin de réflexion. Et une fois que j'étais mûre, j'ai décidé de quitter Pierre Fabre parce que je ne trouvais pas sérieux de continuer à travailler alors que je n'étais plus dans un mood de travail dans l'entreprise. Absolument. Donc, à quel moment ça bascule? À quel moment vous découvrez cette marque dont vous êtes aujourd'hui à la tête, Comptoir du Sud Pacifique, et à quel moment vous dites c'est plutôt ce secteur de la parfumerie, c'est-à-dire de l'art, de la création, parce que il est question de création. Oui, bien sûr, exactement. Mais disons qu'au départ, quand vous cherchez à racheter une entreprise, ce n'est pas si simple que ça. D'abord, il y a un marché qui est le marché ouvert, mais souvent les entreprises, elles ne sont pas très intéressantes. Donc, il faut commencer à chercher, fouiller par les connaissances, etc. Ouvrir votre réseau. Faire appel aussi à des hommes ou des femmes qui sont spécialistes. Et à quel moment vous tombez sur cette entreprise? Et à un moment, tout à fait par hasard, je vous dirais, une connaissance me dit, écoute, j'ai entendu dire dans un club parisien assez connu que celle-là est à vendre. Voilà, même pas. Que Comptoir Sud Pacifique, les dirigeants cherchent des fonds, ils veulent s'associer, va voir. Pour essayer de développer. Voilà, va voir. Et vous y allez? Et j'y vais. Et effectivement, là, on commence à discuter. Je vous avoue que je suis un peu tombée amoureuse de cette boîte, alors que franchement, à l'époque, elle n'allait pas très bien. Elle était en déclin. Mais vous savez, dans la vie, vous sentez parfois des choses comme ça. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie. C'est comme l'amour, ça. Ça match. C'est comme une rencontre. Et en fait, il y a eu cette rencontre. Mais il y a quand même un moment donné, Valérie, où vous vous dites, bon, je vais reprendre cette entreprise, elle me plaît, j'aime ce produit, je vais y mettre beaucoup de produits naturels, je vais y mettre ma patte. Mais vous êtes quand même face à des mastodontes de la parfumerie, c'est-à-dire des groupes de luxe qui aujourd'hui inondent le marché. Comment vous réinventez le business model là? Mais justement, ce que j'avais en tête, c'était d'avoir beaucoup plus de flexibilité que les mastodontes. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on se rend compte que la flexibilité est fondamentale. L'agilité, la flexibilité est fondamentale. C'est-à-dire adapter ses lignes, changer un parfum. Changer rapidement. Et puis, ce qui m'a séduit aussi, c'est qu'on est une petite structure, donc on n'a pas à rendre compte, si vous voulez, à la fameuse hiérarchie dont vous parliez au début. Donc, tout peut aller très vite. Si vous vous trompez, et on se trompe parce que c'est humain. Si quelque chose ne marche pas, ce n'est pas grave, enfin, dans le sens que vous pouvez récupérer, effectivement. Mais les femmes qui vous regardent, parce qu'il y a quand même un sujet sur les chiffres, il y a 1,6 million de TPE qui sont dirigées par presque 6 millions de femmes, c'est assez intéressant, et 43% de femmes atteignent la place de dirigeante par rachat d'entreprise, ce qui est votre cas. Vous êtes exactement dans ce cas-là. Absolument. Quel conseil vous donneriez aux femmes qui aujourd'hui sont cadres sup, et qui sont à un moment donné de leur vie où elles veulent passer à autre chose, veulent devenir patronnes? Quel est le conseil ou les conseils principaux que vous leur donneriez? Je crois que c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais il faut laisser libre cours à ses envies, en fait. Il ne faut pas se poser de limites. Parce que nous, les femmes, peut-être par notre éducation, mais je crois que de plus en plus, les jeunes femmes, elles ont moins d'obstacles. Mais c'est vrai qu'on nous limite.
dans notre éducation. On s'auto-censure aussi. On s'auto-censure. Alors que finalement, on a les mêmes capacités que les hommes, il n'y a aucun souci, c'est prouvé. Et puis on a, je pense qu'on est capable de gérer un peu tout, de gérer la famille, de gérer le travail. On a cette capacité de le faire, donc il faut vraiment suivre ses rêves. Il nous reste moins d'une minute. Il y a les conseils, il y a l'idée qu'il faut aller au bout de ses rêves, qu'il faut oser. Voilà. C'est un challenge que je vous propose, Valérie, en 30 secondes. Votre produit, la pâte que vous avez mis dans ce produit, dans ce que vous fabriquez, comment vous le décririez en 30 secondes pour nous donner envie? Alors, c'est un produit... Qu'est-ce qu'il a de Valérie Pianelli dans... Qu'est-ce qu'il a de Valérie Pianelli? D'abord, c'est un produit qui fait penser au voyage, mais la marque fait penser au voyage. Valérie Pianelli adore tourner autour du monde. Votre accent italien, peut-être, sont des voyageurs. Absolument. Et ensuite, c'est un produit qui est universel, dans le sens, moi, j'aime pas faire des choses qui sont pour les hommes, pour les femmes, pour... Ça, c'est intéressant. C'est quelque chose qui peut plaire à tout le monde. Voilà. Donc et vous ça, avez c'est très important, je pense. Unisex, cette boîte bleue, ce Unisex, coffret bleu qui est cette particulier, boîte bleue. et cette évocation au voyage. Absolument. Vous êtes à la tête aujourd'hui d'une PME, d'une belle PME. Les comptoirs du Sud, comptoir Sud-Pacifique, c'est la marque que vous avez repris et dans laquelle vous vous épanouissez. Donc vous avez peut-être donné envie à d'autres femmes Ben, de partir. Merci. Merci. Merci à Valérie vous. Pianelli-Guichard d'être venue sur notre plateau, de nous faire transmettre, nous faire partager votre passion. À très bientôt. J'ai ces fragrances de votre parfum là. C'est important de travailler avec passion. Avec passion. Vive la passion. Voilà. La suite de notre programme, c'est notre rubrique juridique. Alors, il y a peut-être un peu moins de passion, parfois un peu de folie. Smart et réglo, un avocat, une avocate vient nous faire un point juridique extrêmement précis. Aujourd'hui, on parle de la corruption et de la loi Sapin 2. Vous voyez, ça ne sent pas le parfum. Smart et réglo, la rubrique juridique. Alors on quitte l'univers de la passion et du parfum, il faut le dire. La transition est évidemment difficile avec cette rubrique. Myriam de Gaudusson, merci de venir sur notre plateau. Bonjour, merci Arnaud. de faire un détour. Vous êtes déjà venue dans notre rubrique, avocate en droit social, en droit du travail, cabinet Franklin, spécialiste aussi sur ces questions de corruption. J'évoquais la loi Sapin 2, c'est important. Et vous vouliez nous faire un éclairage aujourd'hui parce que cette loi, elle commence un peu à dater. C'est l'occasion de nous rafraîchir la mémoire. Puis c'est aussi peut-être l'occasion de nous dire que cette loi, comme ça, au-delà de son débat très législatif, très juridique, elle concerne les salariés, les cadres sup, que les DRH de l'entreprise sont un peu dans l'obligation d'éduquer leurs salariés. Oui, Arnaud. Alors, si on peut expliquer l'histoire de cette loi, elle concerne essentiellement les salariés qui sont les premières personnes qui pourraient être amenées à être concernées et visées par les autorités pénales dans le cadre d'une action en corruption. C'était le cas des salariés d'Alstom aux États-Unis qui ont été emprisonnés. Et ça a forcé finalement les groupes français à réfléchir sur cette mise en conformité de leurs pratiques en matière de gouvernance et en transparence des pratiques anti-corruption et anti-trafic d'influence, puisque ce sont les deux grandes infractions. Donc, naît la loi Sapin 2, parce qu'il faut se remettre 2016, en 2016. 2016. Michel Sapin, rappelons-le, était ministre de l'économie. C'est important. Corruption active, corruption passive, trafic d'influence sont des mots qui sont un peu juridiques. Ils cachent quoi ces mots? C'est quoi concrètement? Des pratiques réelles et des comportements quotidiens dans l'attribution de certains marchés. Ça concerne toutes les activités, que ce soit dans le pétrole, que ce soit dans le gaz. Ça concerne les médicaments, puisqu'on parle beaucoup des vaccins. Absolument. Les personnes publiques, les hommes politiques. Donc on ne va pas les citer nommément, mais en fait c'est le fait d'utiliser d'un positionnement qu'on a au sein d'un groupe ou en politique pour obtenir ou donner des dons ou des avantages en vue d'avoir et d'accéder à quelque chose de bien particulier, que ce soit un marché, un contrat ou autre. Donc ça peut prendre plein de formes et c'est compliqué. Cadeaux, dons, commission, avantages. Absolument. Rétro-commission. Oui, absolument. Donc c'est tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est pour les RH, parce que c'est ce qui me concerne le plus. Oui. Comment identifier, pointer, former auprès des salariés et des dirigeants, parce qu'il y a quand même une notion de gouvernance et de transparence dans la gouvernance qui est très forte. Et d'éducation, si et je peux d'éducation, quelque chose qui peut emmener les personnes à subir 10 ans d'emprisonnement.
minimum 1 million d'euros d'amende. Très lourd. Oui, très lourd pour la personne physique, pour bien que les gens comprennent que ce ne sont pas des mots. C'est-à-dire que quand on va vous dire qu'une pratique, c'est comme ça que ça se passe en Afrique, en fait, c'est pas la réalité. Voilà, c'est pas ce qu'il faut faire. Un film récent racontait l'histoire d'un cadre sup qui faisait du transport maritime, et puis sur ce bateau, il y avait un migrant. C'est le film, demander au capitaine de jeter le migrant à l'eau, et le débat juridique de ce film, c'est de dire, mais moi je suis cadre sup, c'est l'entreprise qui m'a poussé à le faire. C'est le même cas pour un cadre supérieur qui est à l'international et qui va dire, mais moi c'était des pratiques qui existaient déjà avant que j'arrive, que j'ai prolongées. Comment on fait là dans ce cas-là? Alors absolument. Comment on condamne ce cadre supérieur? La loi Sapin a mis en place tout un dispositif d'identification de ces pratiques, de cartographie des risques, et ensuite d'action pour éliminer ce type de comportement. Et donc, lorsque l'on identifie précisément ce type de situation, on est capable de dire et de poser ensuite un contexte juridique et un cadre pour ne pas que ça arrive à ce type de catastrophe. Donc ça veut dire que la DRH qui a expertisé, diagnostiqué les cadres supérieurs qui allaient être en négociation, en voyage pour de la négo, c'est eux qui sont ciblés, et c'est à eux qu'on donne quoi? Un petit vadémécum, un petit thésaurus Alors ça ne suffit pas pour l'AFA, l'Agence française anticorruption. On n'en parle jamais de l'AFA, mais elle est là, elle surveille. Oui, et c'est quand vous parliez de bilan. En fait, le bilan passe également par son action, essentiellement. Et il est vrai que le vadémécum ne suffit pas. Faire un copier-coller d'un code de conduite ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment adapter ses comportements et faire un vrai audit avant de faire la cartographie des risques, pour ensuite faire un code de conduite. Donc il y a tout un process qui est mis en place grâce à la loi Sapin 2, pour justement que ce ne soit pas que du blabla. Pas que du blabla. Concrètement, la loi Sapin 2, elle porte ses fruits. Pour le dire concrètement, vous êtes avocate, vous accompagnez peut-être des clients qui ont été... Comment ça se passe? Puisqu'on n'a pas évoqué évidemment le trafic d'influence, on a parlé de la corruption active, de la corruption passive. C'est quoi le trafic d'influence? On l'entend souvent dans les journaux. C'est le fait d'utiliser de son influence et de son positionnement pour exercer une action en vue d'obtenir un avantage. Un avantage. Et ça veut dire que j'en reviens à l'affaire à laquelle je pensais, qui est l'affaire Karachi. L'ayant suivi d'assez près, il était même évoqué par certains médias que ces commissions étaient usitées. Quand on vendait de l'armement, les commissions étaient toujours associées à ces ventes. Est-ce que vous, l'avocate, vous dites tout ça est illégal, ou est-ce qu'on était rentré dans une forme de zone grise du droit? Alors, la zone grise du droit, c'est ce qu'on invoque en matière de conformité pour tenter de se disculper. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de parler d'un usage, en fait. Justement, c'est illégal. C'est à partir du moment où il y a une loi qui interdit, ça devient illégal. Alors Karachi, évidemment, l'affaire Karachi a démarré avant la loi Sapin 2. Oui. Il n'y a pas de rétroactivité sur les affaires, j'imagine? Non. Il n'y a pas de on est bien d'accord. Oui. Donc ça veut dire que pour l'affaire Karachi, là, en l'occurrence, on est dans une zone grise. La suite, c'est quoi? C'est des contentieux qui vont jusqu'où? Il y a des gens qui sont allés en prison, il y a des gens qui ont payé là depuis la loi Sapin 2. Grâce à la loi on n'en parle jamais. Il y a un dispositif de possibilité de négocier avec le parquet national financier. Il y a des sociétés qui sont sanctionnées également, celles qui ne passent pas par cette procédure. Mais généralement, les grands groupes, parce que cette loi ne concerne que les entreprises de plus de 500 salariés avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros minimum. Donc dans ces grands groupes, on essaie quand même de mettre en place tout le dispositif pour ne pas arriver à ce type de situation. Donc généralement, au stade de l'AFA, on arrive quand même à réguler les problématiques rencontrées. Et vous nous le dites avec les mots d'une avocate spécialisée, on négocie. Oui. On négocie. En premier lieu avec l'AFA. Après, on se met vraiment en conformité, on montre à l'AFA qu'on a respecté ses préconisations et on espère ne pas aller au-delà. C'est ça, on essaie de rectifier, évidemment. Lorsqu'un cadre supérieur est mêlé à l'affaire, on le sanctionne ou pas, ou on négocie pour lui? Alors, soit le cadre supérieur est le lanceur d'alerte, on pourra en reparler. Dans ce cas-là, lui... Vous reviendrez nous en parler. Oui, il y a tout un dispositif d'enquête interne. C'est lui qui a dit, je fais un truc illégal, je ne peux pas le faire. Alors, exactement. Donc ça, généralement, il ne se trouve pas vraiment sanctionné, parce que la loi l'en empêche. Ensuite, si jamais le cadre a laissé, a profité, a tiré un avantage d'une pratique interdite et à laquelle il a été informé quand même, eh bien, il pourrait être sanctionné. Il est passible aussi, évidemment, de la loi Sapin 2. Absolument. Et de tout ce qui est en cours. Merci Myriam de Gaudusson d'être venue nous éclairer sur cette fameuse loi Sapin 2. Elle est très concrète pour les DRH, puisque cette émission donne beaucoup la parole aux DRH. Voilà, vous êtes évidemment informés.
qu'il faut faire de la pédagogie et bien plus encore auprès de vos cadres supérieurs. Merci Myriam, merci avocate en droit, spécialisée en droit du travail, en droit social, mais aussi sur ce droit lié aux affaires de corruption. La suite de notre programme, on va partir en voyage. Oh, c'est génial. On est parti tout à l'heure un peu en Italie, là on va partir en voyage tout autour du monde. On accueille tout de suite, c'est dans la pause café, Simon Durand. Il a posé sa caméra, il va nous faire découvrir un documentaire extravagant, extraordinaire. Il est notre invité. La pause café sans Fanny Griesmer, mais avec Samuel Durand. Bonjour Samuel. Bonjour Arnaud. On est très très heureux de vous accueillir sur le plateau de Smart Job dans cette rubrique qui est un moment un peu de détente. On va le voir dans votre travail, c'est un travail incroyable. Vous êtes auteur, producteur d'un documentaire Working Progress. Alors vous n'avez pas votre caméra, j'ai dit que vous l'aviez posée sur le plateau, ce qui n'est pas le cas. Mais on va découvrir d'abord l'affiche de votre documentaire Working Progress. Et puis ensuite vous allez nous raconter cet incroyable voyage que vous avez fait, qui n'est pas un documentaire comme les autres. L'affiche peut-être, et puis si on ne l'a pas, on va peut-être tout de suite voir l'extrait. Ouais. C'est le teasing de votre documentaire. Voilà, ça c'est votre affiche Working Progress, qui est très sympa, qui est très graphique, c'est le cas de le dire. Et puis on regarde le teasing tout de suite, ça va vous donner comme ça un avant-goût du travail mené par Samuel. Regardez, c'est un extrait, c'est le teaser de ce documentaire Working Progress. There is one question we've all had 1,000 times since we were kids. What do you want to be when you grow up? What does changing the world mean to you? How would you change the world if nobody was watching? Why should work be a burden that we should get rid of as soon as possible? Basically, starting from the 1980s and 1990s, the promise of a job for life was gone. The only options you had, go to college, get your office job, house, marriage, kids, the end. Nobody even introduced the concept of working online. It's not just a generational phenomenon, it's basically the problem of our age. Je me sentais pas forcément à ma place et en tout cas pas en mesure d'évoluer comme je le souhaitais. À quoi ça sert de gagner de la thune si on n'est pas assez heureux pour la dépenser? Can't we enjoy working, find meaning and fulfillment in it? People are already bringing the future of work into the now. We yearn for more flexibility and for more trust from our employers. We are at a period of time where never before have we ever seen in human history that us as individuals have so much innovation power. The best way to predict the future is to invent it. You could be your own company. You could do more things that required a team of 10. It's in our DNA to move forward. And it's not just a question for the privileged few. The place of production, the place that you're going to have some output. What if that was also the place that you went for care, for trust, for meaning? Voilà, je suis avec Samuel. C'est un travail de dingue. Alors, je précise quand même que vous êtes le fondateur de Going Freelance, que vous vous êtes lancé dans cette aventure, vous avez 24 ans, et vous vous êtes dit, je vais partir avec une petite équipe de tournage. On voit quand même qu'il y a des drones, qu'il y a quand même de la réalisation. Esthétiquement, c'est un très beau documentaire. Empiriquement, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous êtes parti? Vous vous êtes dit, moi, je suis à Paris, je suis freelance. J'ai bien envie de savoir ce qui se passe ailleurs et si ce que je vis aujourd'hui est la même chose à Copenhague, à Stockholm, aux États-Unis. D'abord, est-ce que quand vous êtes parti, vous attendiez à vivre tout cela, toutes ces rencontres? Parce que c'est d'immenses rencontres. Non, c'était riche, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, sur le fait qu'on pouvait trouver du sens dans son travail de plein de façons différentes, et que l'image que j'avais du salariat était qu'une partie du salariat, et en fait il y avait plein de boîtes qui faisaient le salariat de façon différente, et qu'on pouvait s'épanouir, que c'était pas simplement gris et triste. Et l'histoire elle a quand même commencé avant. Vous parlez de Going Freelance, en fait ça c'était le voyage que j'ai fait il y a 2 ans, où j'ai rencontré une centaine de personnes dans le monde sur la transformation du travail, et au retour j'étais assez frustré parce que ce que j'avais rendu c'était un livrable, une étude de 250 pages, et personne ne lit 250 pages à moins d'être vraiment dans la thématique. Et vous avez dit, je vais passer à l'image, là. Alors, je me suis dit, je vais passer à quelque chose de beaucoup plus ludique, un documentaire, où à la fois on passe un bon moment, et en plus, on apprend quelque chose. Qu'est-ce que vous en avez tiré et qu'est-ce qu'on en apprend? Alors, il faut bien sûr le regarder, ce documentaire qui est vraiment très bien écrit sur le plan de la narration. Qu'est-ce que vous en avez tiré, vous? On
apprend qu'on peut trouver du sens de son travail de plein de façons différentes au sein de la thématique du future of work. On explique déjà qu'il y a eu des transformations sur les 50 dernières années, le passage du 20e au 21e siècle et le passage de l'économie de masse à l'économie du numérique qui a amené de nouveaux usages dans le travail et qu'on peut avoir du salariat où la relation est beaucoup plus fondée sur la confiance que sur le présentéisme. Et donc, on peut s'éclater dans une entreprise. Que si on ne trouve pas notre bonheur dans l'entreprise, on peut le trouver en dehors, en se lançant en tant que freelance. Et je le vis depuis 4 ans et c'est un vrai bonheur de vivre cette liberté au quotidien. Et puis qu'en freelance, on n'est pas seul aussi. On peut faire partie d'un collectif, d'une communauté. Et que la création de contenu, elle n'a jamais été aussi simple, que tout est accessible, gratuit, en ligne. Et qu'on peut très simplement, du jour au lendemain, lancer une audience. Mais quand vous avez fini ce documentaire, vous l'avez regardé, vous l'avez visionné, vous l'avez validé, parce que c'est vous qui êtes le réalisateur, vous vous êtes dit, je pense que les jeunes de ma génération vont s'y retrouver, qu'on soit à Stockholm, qu'on soit à New York, on va s'y retrouver, mais les anciens, entre guillemets, les plus de 50 ans qui sont sur l'entreprise traditionnelle, ça va un peu les secouer, ce film, non? Ça va peut-être les secouer, mais moi j'ai l'impression que c'est pas un changement tellement de génération, que ça ne concerne pas ma génération, et je le vois parce que mes camarades qui sortent diplômés comme moi il y a un an, s'orientent plutôt vers des carrières traditionnelles et sont quand même attirés par mettre un gros nom sur le CV avant toute chose. Du confort, il y a une forme du confort. Et puis dans mon voyage, et puis partout ailleurs, j'ai rencontré des gens qui avaient 20, 30, 50, 60 ans et qui n'avaient pas forcément encore trouvé la réponse à quel est le sens de mon travail. Et qui faisaient cette transition-là peut-être beaucoup plus tard qu'à 25, à 30 ans. Mais c'est lié à quoi? Parce que là, vous êtes allé à la rencontre de Google, de Dropbox, d'Automatics, de Microsoft, toutes ces énormes boîtes. Est-ce que c'est l'influence du numérique? Est-ce que c'est cette révolution numérique qui est en train d'amener ces sujets sur des plateaux de télévision? Parce qu'avant, le sens au travail, objectivement, il y a 20 ans, on en parlait assez peu. Aujourd'hui, c'est devenu l'alpha et l'oméga d'une grande partie de nos émissions. Est-ce que c'est le numérique qui nous fait réfléchir autrement? Est-ce que c'est une espèce de vision à 360 degrés qui nous fait nous interroger plus profondément? Le numérique est très lié forcément, mais je pense que ça part même d'avant en fait. Que le salariat qui était la norme au XXe siècle s'est érodé progressivement avec financiarisation, mondialisation de l'économie, déclin des syndicats, qui fait que tout ce qu'on avait en salariat, et c'est très bien expliqué par Laetitia dans son livre et dans le documentaire, les contreparties qu'on avait n'existaient plus. Et donc il a fallu inventer de nouvelles façons de retrouver du sens dans son travail. Et le numérique a permis de créer de nouveaux usages. De dire, on peut travailler depuis n'importe où, on peut travailler en mode projet. Ce qui est le cas en ce moment. Ce qui est le cas en ce moment. Cette interview, on l'a fait là, mais on aurait aussi pu la faire à distance si j'avais été à l'autre bout du monde. Et de montrer que, en fait, on n'est plus besoin d'être on va plus dans un bureau parce qu'il faut produire de 9h à 17, plutôt 19h, mais qu'on peut produire depuis n'importe où et que le but, c'est les objectifs qui sont atteints et ce qu'on va en retirer à la fin. C'est quand même une sacrée révolution, ça, quand même. Hein. C'est plus le présentiel avec un temps de travail chronométré. Vous évoquiez les syndicats. Aujourd'hui, on est dans un travail un peu dérégulé. Est-ce que c'est la fin du salariat ou est-ce que le salariat a encore un peu d'avenir? Vous qui avez posé votre caméra un peu partout. Je pense qu'il y a de l'avenir pour ceux qui acceptent cette transformation et qui l'intègrent aussi. Le salariat, quand il va être bienveillant, qui va pouvoir dire aussi je ne me soucie pas simplement de la valeur économique, mais je me soucie du bien-être de mes salariés. Pourquoi? Et pas pour la question de ma marque employeur de pouvoir attirer du monde. Qu'est-ce qu'on va vivre vraiment? Qu'est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce qu'au quotidien je veux que mes équipes vivent, je veux transmettre? Et c'est une vraie question quand on se la pose et qu'on met en place plein d'innovations managériales. On interview David de Basecamp dans l'entreprise qui a mis en place le télétravail en 2004 et qui, lui, pour le coup, a vraiment confiance dans son équipe et une série d'innovations managériales incroyables. C'est la confiance, c'est très important. C'est la confiance et c'est pas de la marque employeur, c'est vraiment ressenti. C'est pas que de la com, en tout cas pour donner une visibilité positive à la boîte. Il y a vraiment une éthique que vous avez croisée chez des patrons qui vous disent, moi j'y crois profondément. Ouais, et pas que des petites entreprises, des grosses. 10, 15, on a des grandes entreprises qui ont cette vision-là et elles sont peu nombreuses, mais je pense que ça va s'accélérer parce que la crise, elle a forcément accéléré ces questions de sens. Le confinement, on s'est posé des questions à quoi sert le travail et nécessairement on va se transformer. On déborde, mais je veux vous la poser cette question. Le salariat, c'est pas pour vous? Parce que qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Une fois qu'on a posé sa caméra, qu'on a fini son film, il y a quoi? Il y a un petit moment de... On s'arrête, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, je m'amuse bien en freelance, mais j'avais une image affreuse du salariat avant de rencontrer, avant de lire, avant de voyager. Et par contre, là, j'ai découvert que je pouvais finalement travailler en entreprise. Il fallait juste trouver l'entreprise, c'est ça. L'entreprise, c'est ça. Celle qui allait pouvoir m'offrir ces conditions. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus d'entreprises. Il y a plein de gens qui quittent le salariat pour se lancer en freelance parce que par rejet du salariat. Pas forcément par attrait du freelancing, mais par le rejet. Et à mesure que le salariat va se transformer, à mon avis, on va en avoir de moins en moins qui vont quitter le salariat pour se lancer en freelance parce qu'ils vont pouvoir trouver cette flexibilité et ce plaisir dans le salariat. Donc vous nous dites qu'il y a un espace au sein du salariat à condition qu'on repense évidemment l'organisation du travail, mais on peut rester dans un statut de salarié
gagner, mais à condition de trouver le dirigeant qui vous fait confiance. Oui, le dirigeant, l'environnement, le lieu, l'équipe, les personnes qu'on côtoie au quotidien. Et puis si jamais on ne le trouve pas dans le salariat, faut se rassurer parce que l'alternative, elle est très bonne, hein, l'indépendance des collectifs, des communautés. Donc Samuel ne ferme pas la porte totalement au salariat. Voilà l'information du moment. Ouais. Vous avez ce très beau documentaire Working Progress dont on en a vu un extrait. Pour l'instant, on peut le découvrir où si on veut le voir? Alors pour l'instant, il n'est pas encore disponible. Il est en avant-première. Il y a quelques petites dates. On était des privilégiés sur Smart Job. Et il sera en ligne sur une plateforme là dans les prochaines semaines, prochains mois maximum. Plateforme, ça c'est important, comme ça vous allez pouvoir diffuser évidemment grâce au numérique dans le monde entier. Complètement. J'aimerais bien refaire une émission plus longue avec vous. Le rendez-vous est pris si vous en êtes d'accord. Avec plaisir. Ouais. Alors je ne vous lis pas par un contrat de salariat, hein. Vous êtes vraiment très très libre de venir sur ce plateau. Merci. Vous serez freelance sur le plateau. Samuel, c'était un plaisir de vous accueillir, auteur, producteur de ce documentaire Working Progress, puis avec toute une histoire à découvrir, parce que votre parcours évidemment a une cohérence qui aboutit à ce documentaire. Voilà, c'est votre carnet de voyage, de route avec de belles rencontres. Voilà, merci d'être venu sur notre plateau. On fait une courte pause. On se retrouve juste après. On va revenir sur le monde du droit. On parlait beaucoup de droit aujourd'hui. La place des avocats en entreprise. Mais c'est un vrai sujet parce que quand ils sont avocats, ils ne peuvent plus garder leur statut. Ils doivent devenir conseillers juridiques. Aujourd'hui, ça bouge un peu parce que des avocats aimeraient pouvoir exercer leur fonction d'avocat tout en étant dans l'entreprise. Regardez, c'est un serpent de mer. On fait une petite pause et on en débat juste après. Le cercle RH, notre débat quotidien. On a parlé de droit tout à l'heure à propos de la loi Sapin 2. On va s'intéresser aux avocats, à leur statut. Alors c'est un serpent de mer pour ceux qui suivent ce dossier parce que le statut d'un avocat en entreprise, c'est un sujet polémique. Alors il ne date pas d'hier, hein, ça fait presque 10 ans, plus de 10 ans. On lève déjà les yeux au ciel, 20 ans, que bien des avocats, certains revendiquent le droit de pouvoir exercer leur métier d'avocat dans l'entreprise. Ce n'est pas possible, on perd son statut, on devient conseiller juridique mais plus avocat. Mais les choses bougent et on va essayer de savoir pourquoi c'est si compliqué de faire avancer ce sujet avec mes invités. Alors eux, ils sont habités par l'idée qu'il faut faire bouger les lignes et ils vont nous expliquer pourquoi. Nathalie Attias, merci d'être là. Merci de revenir sur le plateau parce que vous venez régulièrement, avocate et présidente fondatrice de Mesaccords Collectifs avec un S.com. Vous militez, hein, on va en parler, pour que bien les avocats aient une véritable place et un rôle d'avocat au sein de l'entreprise. Merci d'être avec nous. Et puis face à vous, et vous ne serez peut-être pas en désaccord d'ailleurs, Marc Mossé, directeur des affaires juridiques publiques et membre du comité de direction de Microsoft France. Et vous êtes professeur associé à l'université Aix-Marseille, si je ne m'abuse. Merci à vous deux. D'abord, commençons par le début pour ceux qui découvriraient le sujet alors qu'ils arrivaient de mars. Ça démarre quand cette polémique de la place des avocats dans l'entreprise? Parce que pour les grands groupes, ils ont souvent des avocats qui ont été avocats, mais qui ont posé la robe pour exercer comme quoi? Comme directeur juridique? C'est ça, d'ailleurs Marc est un ancien avocat. Mais ancien avocat. Comment d'où ça part? D'où ça part cette dichotomie, pour faire un tout petit peu d'histoire, entre le conseiller juridique, ce qui est votre poste actuel, et le métier d'avocat? Ça fait une trentaine d'années, je pense, que ce sujet revient dans la profession. Et ce qui est vraiment ressorti, c'est le rapport Darrois, qui a évoqué donc cette possibilité que l'avocat pouvait exercer en entreprise. Et depuis, moi je suis par ailleurs présidente de la section parisienne d'un syndicat d'avocats qui s'appelle l'Association des avocats conseils d'entreprise. Donc nous avons depuis très nombreuses années un partenariat avec l'Association française des juristes d'entreprise, dont Marc Mossé est président. Et nous portons ce sujet de l'avocat salarié en entreprise parce qu'au-delà des problèmes techniques que ça suppose, il y a un vrai enjeu économique. Et si aujourd'hui le sujet revient à la charge, j'ai envie de dire, de manière une actualité en novembre dernier, précise, c'est que cet enjeu économique est celui de l'attractivité des entreprises à l'international. Mais ça, je pense, Marc, que tu peux en parler. Ça, c'est un argument, c'est votre argument, c'est l'argument. Alors, c'est l'argument de masse. Mais
juste un mot. Il faut savoir que le président Macron, depuis 2015, porte ce sujet. C'est pas nouveau. Il porte ce projet depuis 2015. En 2015, il avait essayé de l'intégrer dans la loi sur la croissance économique, mais la profession d'avocat ça en freine, majorité en province, parce qu'on reviendra sur les barreaux de province. On y reviendra. C'est vrai qu'il y a une espèce d'antagonisme Paris-Province qui est sorti là très récemment. Mais en 2015, il avait souhaité le faire. Il a retiré ce projet et puis c'est revenu avec le rapport Gauvin qui est venu remettre ce sujet dans un rapport sur l'attractivité des entreprises. C'était pas un rapport sur la bien sûr, mais c'était à l'intérieur de ce rapport, il y avait cette question, juste une question pratico-pratique. Marc Mossé, c'est intéressant, vous avez exercé le métier d'avocat. Quand vous êtes entré pour la première fois avec votre badge chez Microsoft, dès le départ, vous saviez que vous ne seriez plus avocat. Vous aviez prêté serment avec un code de déontologie, avec des règles extrêmement claires et précises. Dès lors que vous franchissiez la porte de chez Microsoft, c'était fini. Avant de franchir la porte, il faut d'abord se faire remettre avant de franchir la porte. Non, j'entends bien, mais enfin, j'essaie d'être simple. Oui, on fait simple. Non, mais effectivement, quand vous rejoignez l'entreprise, c'est terminé. Vous faites omette du barreau. Mais juste 2-3 mots sur ce qui vient d'être dit. D'abord, sur le sujet, l'Association française des juristes d'entreprise, donc j'ai l'honneur de présider, qui comporte 7000 membres à peu près sur les 17 000 juristes d'entreprise, c'est une association qui a été créée maintenant une cinquantaine d'années, 51 ans, qui était beaucoup créée autour de cette nécessité de renforcer le statut des juristes en entreprise pour une raison précise. Une raison précise, qui n'est pas une raison corporatiste, qui est de faire en sorte que lorsque vous êtes juriste d'entreprise, directeur juridique ou juriste dans une équipe, vous puissiez bénéficier de la confidentialité de vos avis et de vos consultations écrites. C'est le cœur du réacteur. C'est le cœur du réacteur. Parce que c'est là qu'on rejoint la question de la compétitivité des entreprises françaises, parce qu'aujourd'hui, elles sont dans une situation inférieure par rapport à la plupart des grandes entreprises, des grandes démocraties, des grandes économies de marché, en Europe et aux États-Unis. Et ce n'est pas simplement un phénomène vis-à-vis du monde anglo-saxon, c'est vrai également en Europe. Et puis, évidemment, c'est une question d'attractivité du droit français, à savoir que si le droit n'est pas puissant dans l'entreprise, eh bien, il y a un risque que ce droit s'affaiblisse. Ce qu'on voit d'ailleurs de manière assez étonnante, ou assez logique en vérité, c'est que certaines directions juridiques sont délocalisées à l'étranger dans des pays où pour bénéficier, il y a la confidentialité. Donc c'est un enjeu pour les entreprises, pour les protéger, et en même temps pour l'attractivité du droit français. Juste sur le cœur du réacteur, puisque vous mettez le doigt dessus, allons directement à l'essentiel, puis on parlera des freins entre les barreaux de province qui disent mais nous, avocats de province, on a des clients qui sont les entreprises, et si les entreprises se mettent à avoir des avocats, nous on perd un petit peu une part du gâteau. Vous avez des arguments pour y répondre. Mais sur la question du secret, ça veut dire, pour qu'on y comprenne bien, lorsque, et si vous avez gain de cause, vous êtes avocat de plein droit au sein de l'entreprise, il ne pourra pas plaider, on est bien d'accord, il ne peut pas aller plaider pour l'entreprise. En revanche, il a la garantie du secret professionnel. Alors ça, non, mais attendez, pour être très concret, tout à l'heure on évoquait la loi Sapin 2, ça veut dire que le parquet national financier exige d'une entreprise qu'il dévoile à travers son conseiller juridique, ça sera plus possible s'il est avocat. Secret professionnel. Non mais c'est le débat qui est posé. C'est le cœur du problème. Allons au fond des choses. Oui, on peut aller au fond des choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez, il y a un débat là quand même. Alors, il y a un sujet, mais on va y répondre. Je vous challenge un peu parce que sinon. Non, vous posez la bonne question. Vous posez la bonne question. C'est la seule question. C'est la seule question. C'est une question qui est légitime à poser. Et je pense qu'il faut sortir des fantasmes à cet égard. Quand on regarde tous les pays où il y a la confidentialité, que ce soit à travers le statut de l'avocat en entreprise ou du juriste en entreprise, comme en Belgique, aucune des autorités publiques en charge des enquêtes ne sont empêchés de mener à bien leurs enquêtes. Important de l'entendre. Très important. Nulle part. C'est important à souligner. Et c'est le fantasme. On se dit, mais là, il y aura des dossiers secrets parce qu'on ne pourra pas accéder. On agite facilement une forme de fantasme autour de ça, mais que les choses soient claires pour les juristes d'entreprise, comme pour les avocats. S'il y a la confidentialité, si enfin on arrive à aboutir sur un sujet qui est là depuis 30 ans sur la table. J'avais dit 20. Oui, mais tous les rapports, tout le monde sait comment ça fonctionne. C'est plus une question de rapport, c'est une question d'action. Si cela se fait, et on a bon espoir que cela se fasse, eh bien, il n'y aura aucune boîte noire, aucun coffre-fort qui cacherait quoi que ce soit. Il y aura des procédures pour que d'éventuelles perquisitions. C'est quand même pas le quotidien de la vie des entreprises. Il faut aussi sortir de cette idée que tous les jours il y a des perquises. Ça se fait mal. Non. C'est permettre aux entreprises de bien faire leur travail,
permettre aux juristes de remplir leurs fonctions avec les évolutions du droit, et notamment, vous avez mentionné Sapin 2, la conformité qui a de plus en plus de place dans l'entreprise, et donc faire en sorte que le droit soit un élément central de la vie des entreprises. Votre réponse, parce que vous défendez tous les deux, et vous êtes sur la ligne, on a bien compris que vous partagez le même point de vue. C'est un vrai sujet, cette question du secret professionnel. L'avocat serait salarié, il aurait donc un bulletin de paie qui est donné par l'entreprise, mais garderait son statut d'avocat. C'est ça Alors justement, on va y venir. Parlons du cadre, parce que et d'argent. C'est une chose de dire, oui, le juriste en entreprise serait donc avocat et donc serait protégé. Aujourd'hui, quel est l'état du droit positif et comment ça se passe aujourd'hui? Comment ça se passe, quand il y a, parlons des perquisitions dans les cabinets d'avocats, parce que c'est ce qui se passera. Si jamais un directeur juridique est devenu avocat, alors à ce moment-là, il bénéficiera au sein de l'entreprise de la protection attachée au statut. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe? Quand un cabinet d'avocats est perquisitionné, parce que ça arrive, il faut que vous sachiez que ça arrive de plus en plus, parce qu'avec ce qu'on appelle la jurisprudence Sarkozy aujourd'hui, un avocat qui est placé dont le client est placé sur écoute, aujourd'hui, peut se retrouver perquisitionné juste sur la base de ses écoutes si on considère qu'il a participé à une infraction. Donc, quand il est perquisitionné, il y a un délégué du bâtonnier qui est présent, qui assiste à la perquisition, et lorsque il y a des pièces, alors donc on ne peut perquisitionner que les pièces qui sont saisir que les pièces qui sont liées à l'ordonnance, c'est-à-dire pas du chalutage. On ne prend pas tout le cabinet. Ça ne doit pas non, mais ça doit justement, pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. D'où le problème des écoutes d'ailleurs, si je peux me permettre. Non, mais c'est le problème des perquisitions. C'est-à-dire qu'il y a une ordonnance qui vient dire, voilà, maître un tel, aujourd'hui, traite un dossier sur un sujet d'escroquerie pour telle société. Eh bien, il faut que la saisie ne concerne que ce sujet-là. J'ai bien entendu. Sauf que, hélas, les juges d'instruction essayent de balayer beaucoup plus large. Et donc, dans ces cas-là, et c'est ça l'intérêt de la présence du bâtonnier, le délégué du bâtonnier dit, attendez, pour moi, cette pièce-là, elle est couverte par le secret professionnel, je vous demande de la mettre de côté. On la met de côté et ensuite on va se battre devant le juge des libertés et de la détention. Est-ce qu'il la prend ou est-ce qu'il la prend pas? Je peux vous dire que le délégué du bâtonnier, à Paris en tout cas, fait un travail considérable puisque la quasi-intégralité des pièces qui sont mises de côté sont couvertes par le secret et on arrive à les exclure de la perquisition. Donc aujourd'hui, on a ce vrai enjeu de protection du secret sur les pièces de l'avocat. Pour être concret. Le problème, c'est que malheureusement, et c'est un point que Marc a évoqué, un des vrais problèmes que nous allons avoir à traiter, c'est la position des parquets. Parce que vous imaginez bien que les magistrats veulent essayer de ne pas être bloqués par le secret dans l'entreprise. Et donc aujourd'hui, nous avons une difficulté. C'est que les magistrats refusent de reconnaître que les pièces qui relèvent de l'activité de conseil de l'avocat, je ne parle pas de l'activité de défense, l'activité de conseil, qui est une grosse activité chez les avocats, n'est pas couverte par le secret professionnel. Donc celles-ci, elles partent automatiquement sans que le bâtonnier puisse dire quoi que ce soit. Arnaud, vous voyez mon point, c'est que même si aujourd'hui une des deux options qui est proposée par l'Association française des juristes d'entreprise, vous voyez, nous sommes très unis sur le statut de l'avocat salarié. En revanche, sur celui de la confidentialité des avis en dehors du statut d'avocat, là, nous avons un petit sujet. Parce que si on accorde la confidentialité juridique uniquement aux documents et pas attachée à un statut, alors à ce moment-là, on va avoir un problème celui de la confidentialité et du secret professionnel sur l'activité de conseil. Juste un mot, là on est sur des sujets éminemment techniques. Qu'est-ce qui aurait changé si vous aviez été avocat dans votre statut? Si vous aviez eu gain de cause beaucoup plus tôt, vous seriez chez Microsoft avec le statut d'avocat. Vous seriez tenu à un monoclient et vous ne pourriez pas, pour que les gens comprennent bien, avoir d'autres clients à côté. Bien sûr. On est d'accord. Non mais c'est très clair de ce point de vue-là. Non mais c'est des choses importantes. C'est important à rappeler et à préciser. L'avocat d'entreprise ou le juriste avec la confidentialité, puisque ce sont les deux scénarios qui sont sur la table, n'a qu'un client qui est l'entreprise. Qui le rémunère. Qui le rémunère, il est salarié de l'entreprise. D'accord. Et il est indépendant. Je voudrais faire ce point rapidement parce que vous l'avez dit au tout début. Il faut savoir que l'Association française des juristes d'entreprise, depuis 1986, a un code de déontologie qui a été renouvelé en 2014 avec une garantie de l'indépendance du juriste en entreprise. Donc ça existe déjà. Et la question de la déontologie est pour nous tout à fait essentielle. Évidemment que, quelle que soit la formulation législative qui sera retenue,
l'avocat salarié d'entreprise ou le juriste d'entreprise avec la confidentialité, il y aura cette déontologie, elle existe déjà, elle sera renforcée, qui garantira l'indépendance et qui permettra effectivement que l'on protège la confidentialité. Mais je voudrais dire un point à cet instant qui me paraît un point vraiment important. Ce dont il s'agit là, l'enjeu qui est devant nous, c'est pas l'enjeu du statut. C'est vraiment pas l'enjeu du statut. L'enjeu qui est devant nous, c'est la place du droit. Quelle place donne-t-on au droit dans nos sociétés? Qui prend une place énorme, ce droit. Et dans les entreprises. Oui, mais c'est ça qui doit être conçu. La conformité, c'est devenu bien sûr un champ vraiment très très important du travail des juristes. Il faut qu'ils puissent le faire. C'est quoi la conformité? La conformité, c'est faire en sorte qu'il y ait une culture du droit, qu'on prévienne les mauvais comportements, qu'on analyse les risques. Donc, c'est pas pour cacher des choses, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait plus... Alors, la société parfaite n'existe pas. J'entends bien. Il y ait de moins en moins de problèmes. Donc c'est ça dont il s'agit. C'est pas caché, c'est pas mettre sous le tapis. Juste un mot je ne sais pas si c'était clair pour ceux qui nous regardent, mais je voudrais que vous le reprécisiez. Quel est le lien entre le fait d'avoir un avocat d'entreprise, c'est-à-dire ayant un statut d'avocat, et la compétitivité d'une entreprise? Vous dites, attention, les entreprises vont avoir un problème de compétitivité. En quoi? Avec un conseiller juridique, elles auraient eu les mêmes conseils. Tu peux évoquer l'affaire de la BNP avec le litige avec les États-Unis. Mais c'est pas qu'avec les États-Unis. Ce que vous voyez aujourd'hui, effectivement, c'est la partie spectaculaire. La partie spectaculaire. Les quelques milliards versés par la Banque française. Qu'on retrouve dans le rapport de Raphaël Gauvin, qui est un rapport très intéressant que je recommande à la lecture. C'est effectivement de montrer que dans un certain nombre de cas, l'application extraterritoriale de lois, notamment de lois américaines, a mis en difficulté les entreprises françaises. On pense à BNP, par exemple. Mais au-delà du droit américain, c'est entre entreprises en Europe. Aussi. Mais un avocat aurait fait quoi de plus? Elle aurait prévenu la BNP en disant attention. Non mais juste, terminez votre phrase parce que je vous ai coupé, Nathalie, ensuite. C'est pas la question de prévenir, c'est que des documents, certains documents qui bénéficient de la confidentialité, ne sont pas saisis automatiquement. C'est ça qui est important. Il faut bien voir ce qu'est le travail au quotidien d'un juriste, d'un directeur juridique. C'est de donner des avis et des consultations, d'expliquer les risques, de les prévenir. Souvent, il agace un peu le directeur juridique. Non, parce qu'aujourd'hui, de retourner en rond. C'est un métier qui a beaucoup changé. Vous savez, c'est une fonction qui s'est énormément professionnalisée. C'est un niveau est remarquable. Mais justement, les entreprises, y compris les PME, sur l'ensemble du territoire. Et la FGE, c'est l'ensemble du territoire. Donc, on reviendra peut-être sur la question. Tout à l'heure, vous avez évoqué les questions Paris-Province. On y reviendra peut-être dans un instant. Parce que la province freine un peu. On va y revenir. Mais ce qui est important, c'est de voir que l'enjeu est de permettre aux juristes d'entreprise de faire leur travail pour garantir la bonne application du droit. C'est ça qui se joue là. C'est vraiment, et c'est essentiel. Un mot avant de parler de la province, le temps file à une vitesse folle. Je vais vous donner un exemple très concret. Une entreprise veut prendre une décision de gestion qu'elle estime nécessaire à son activité. Elle va demander son avis à un juriste, à son juriste ou à son directeur juridique. Ce qui est logique, c'est le quotidien. Normal. C'est le quotidien du chef d'entreprise de se faire conseiller pour s'assurer de ne pas faire d'erreur. Il va décider finalement de prendre une décision qui est contraire au droit positif, alors même que le juriste lui a donné un avis pour lui dire « vous ne pouvez pas ». Une instruction pénale arrive, le juge d'instruction va demander au directeur juridique, il va lui dire... Alors, si le directeur juridique est avocat, il va lui dire « je veux que vous me produisiez les avis juridiques qui ont été préalables à la prise de décision de cette entreprise ». Là, le directeur juridique, avocat avec le statut, va lui dire « non, pardon, je ne peux pas, je suis couvert par le secret professionnel. C'est attaché à mon statut. » Voilà. Donc, pour être concret, les États-Unis n'auraient pas pu saisir des documents confidentiels de la BNP. Non, mais qu'on se le dise directement. Exactement. Parce que ou ils auraient eu du mal. Parce que la Cour suprême des États-Unis ne reconnaît le secret professionnel que s'il est attaché à un statut. D'accord? C'est pour ça que le legal privilège ne fonctionne pas. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ça aurait donné plus de cadres et de garanties à la BNP. Dans la deuxième... Nathalie, dans sa passion. Ok. Non, attends, je termine. C'est là qu'on n'est pas tout à fait d'accord. D'accord, je termine. Vous voyez, c'est le monde merveilleux. Non, mais je termine l'exemple, Arnaud. Cette même situation dont je vous ai parlé, si c'est un juriste qui est détenteur du secret sur le document, et pas parce qu'il est avocat, donc une confidentialité juridique attachée au document, on appelle ça in rem, c'est-à-dire à la chose, et bien là, le même juge d'instruction va lui dire « Monsieur, je vous demande de me produire ce document ». Il va lui dire « Ah ben non, je ne peux pas parce qu'il y a une confidentialité attachée au document ». Il va lui dire « Mais votre employeur
vous autorise à le communiquer. Et là, il n'a aucune possibilité. Et là, il est battu, comme on dit. Et donc, il rend les docs. Parce que la majorité des autorités étrangères et des juridictions étrangères ne reconnaissent que le secret professionnel attaché au statut. Votre droit de réponse, vous n'êtes pas tout à fait d'accord là-dessus? Non, on n'aura pas le temps de parler des provinciaux. C'est un point important qui est de dire... Vous n'y croyez pas? Les Américains auraient quand même pu prendre les docs? Non, on n'est pas en désaccord profond. Juste dire une chose qui me paraît importante. Aujourd'hui, pour résoudre la question qui est posée depuis 30 ans, il y a 2 options sur la table. Il y a l'avocat salarié en entreprise, qui est une option, et il y a une autre option qui existe, qui est le juriste en entreprise, avec la confidentialité attachée sans le mot avocat attaché. Sans le mot avocat. À partir du moment, au regard notamment des juridictions étrangères, c'est vrai que cette profession, l'autre option, est organisée par la loi, bénéficie d'une déontologie. Plus de poids, plus d'ancrage. Déontologie qui peut être sanctionnée par un organe. À ce moment-là, ça aura, puisque ça va se faire, c'est ce que vous portez en tout cas, les mêmes conséquences positives sur la confidentialité. Ce que je veux dire là, à cet instant, c'est que notre enjeu, c'est la confidentialité. La question du statut, on doit pouvoir la régler assez intelligemment. C'est sur la table. Moi, je ne crois pas à l'opposition Paris-Province. Je pense... Elle existe. Je ne suis pas certain qu'il y ait une opposition Paris-Province. Je pense qu'il y a aujourd'hui une opportunité incroyable que ce débat qui existe depuis 30 ans soit réglé, puisse trouver une issue. Et ce que je dirais tout simplement, c'est que ça doit se faire de la manière la plus consensuelle possible, avec l'efficacité maximum. C'est ça qui est en jeu. Pour que, sur la conformité, sur le quotidien de nos activités, pas simplement avec les États-Unis, mais en Europe également. En Europe, c'est 17 États. L'Allemagne, l'Espagne... C'est des droits très différents. Oui, mais ils ont des modèles de protection de la confidentialité. Pourquoi faut-il que les entreprises françaises soient affaiblies dans ce domaine-là? C'est ça qui doit nous mobiliser. 15 secondes, malheureusement. Vous savez, 20 minutes sont passées. Vous avez comme une... Je ne les ai pas senties passer. C'est une excellente nouvelle. Sur Paris-Province, en 15 secondes, ça s'atténue parce que le barreau de Paris est plutôt favorable à ce que vous portez. La province dit, nous, on va avoir un manque à gagner. Vrai ou pas vrai? C'est faux. C'est faux. D'accord. Là, on est d'accord. Vous êtes d'accord? C'est faux. Non, ils disent, nous, on bosse avec les entreprises. L'Allemagne, je vous donne un exemple. L'Allemagne, la profession des juristes et des avocats d'entreprise est en nombre beaucoup plus importante qu'en France, et le revenu médian est beaucoup plus important. On a un problème de revenu médian. La réalité, c'est que ça sera au bénéfice de la profession, de la filière juridique. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une chaîne d'économie, c'est une économie de la demande induite, et donc les directions juridiques sont prescripteurs, sont prescriptrices, et donc elles vont demander des consultations, du travail aux avocats. Oui, c'est gagnant-gagnant. Je déborde tellement le sujet me passionne et tellement le sujet est passionnant. Vous nous avez transmis en tout cas votre volonté de faire avancer le dossier. Il y a eu le projet de loi de finances là, en novembre 2020. On vous a dit il y a peut-être une ouverture et puis il y a peut-être quelques avancées qui risquent de voir le jour en 2021. Il y a une discussion ouverte, il y a un dialogue. Comme on dit, c'est sur la table. Nathalie Attia, c'était un plaisir de vous accueillir. Avocate, présidente fondatrice de Mesaccords et puis, je ne l'ai pas précisé, présidente de la CE Paris, qui est un syndicat qui a un gros potentiel. Et puis, merci à Marc Mossé. Alors, vous êtes le directeur juridique, pas avocat, donc de fait, chez Microsoft Europe. Et puis, vous êtes aussi à la tête d'un syndicat. Une association. L'Association française des juristes d'entreprise, 7000 membres, 15 délégations territoriales partout en France pour faire rayonner le droit français. Je ne voulais pas qu'il y ait de jaloux. Voilà, en citant le syndicat de Nathalie Attia, je voulais aussi citer votre association puissante, elle aussi, qui regroupe tous ces directeurs et juristes d'entreprise. De tout style, de toute entreprise. Rendez-vous pris, hein, vous êtes les bienvenus pour nous faire un peu partager un accord. Il y a des discussions en cours. Hein, voilà. On vous dira, quand ça avancera, on viendra vous dire où on en est. Quand la fumée blanche sortira des avocats. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. On a bientôt terminé, on est un petit peu en retard et je m'en excuse. Ces fenêtres sur l'emploi, on s'intéresse à la formation à travers le site Le Bon Coin parce que non seulement il y a des annonces, mais il y a aussi des stages et aussi des formations. On en parle tout de suite. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi avec Pauline Roche, comme chaque lundi. C'est un plaisir de vous retrouver, Pauline, directrice marché emploi groupe Le Bon Coin. Premier site de vente particulier en France, faut-il le rappeler.
On a balayé beaucoup de sujets sur ce qui se passait avec les entreprises, les PME, on en parlait la semaine dernière. Là, on parle de formation. C'est très très intéressant parce que, vous le constatez, la formation professionnelle, elle est en mutation. Pas que chez les jeunes, il y a aussi les seniors, les salariés qui plébiscitent la formation. Pourquoi vous avez décidé d'ouvrir aussi votre fenêtre aux formations ? La formation professionnelle s'adresse à beaucoup de personnes, que ce soit les jeunes, comme vous l'avez dit, donc avec les recherches d'alternance, d'apprentissage. Ça va s'adresser aussi aux actifs et aux demandeurs d'emploi. On a pu constater que 90% des actifs considéraient que la formation leur permettait de faire mieux leur travail, de ne pas se lasser. Voilà, dans leur travail. Et 89% aussi considèrent que c'est une occasion pour se reconvertir. Et c'est important pour Le Bon Coin d'être aux côtés de ces actifs, de ces jeunes qui cherchent à se former, se reconvertir et trouver d'une alternance ou un stage. Alors, vous constatez aussi un développement des usages et des engouements sur la formation professionnelle. Sur quels items ? Qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils viennent sur votre site, ceux qui cherchent un stage, une formation ? Mais ils cherchent déjà une formation ou un stage qui soit proche de chez eux, qui corresponde à ce dont ils ont envie. Et c'est vrai qu'on a vu une vraie mutation, pas uniquement liée au Covid, mais aussi liée au Covid. Il y a une forte digitalisation de la formation, c'est-à-dire qu'avant, il y avait plutôt 20% des formations qui se passaient à distance. Maintenant, on a constaté que 60% des formations ont pu avoir lieu en distance et 50% des offres de formation professionnelle sur Le Bon Coin sont proposés en distanciel. Donc ça, c'est une vraie mutation aussi. Et ce qui est important aussi dans la mutation, c'est que chacun s'est rendu compte que c'était sa responsabilité de trouver, de se former. Oui, ça c'est l'évolution gouvernementale aussi. On est passé du DIF au CPF. Exactement. Et on a dit aux Français, il faut vite aller sur Internet, il faut que vous transfériez votre DIF. Ça, vous en bénéficiez aussi. Je dirais que ceux qui viennent sur le site se disent, je vais essayer de voir aussi si on peut faire jouer mon CPF, j'imagine. Exactement, bien sûr, parce que comme ils ont le pouvoir sur leur formation, on va pouvoir leur dire, vous avez un système pour cocher si c'est éligible CPF ou pas, pour leur faciliter la vie. Parce que donc, chez Le Bon Coin, je l'ai déjà dit dans les précédentes semaines, c'est que notre raison d'être, c'est de donner à chacun le pouvoir de mieux vivre au quotidien. Et dans l'emploi, c'est de donner à chacun le pouvoir de trouver un emploi, de se former et de se reconvertir. Et donc, ça résonne bien avec les Français, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir d'aller chercher la formation sur Le Bon Coin. Et donc, sur Le Bon Coin, là, on est à plus de 3000 organismes de formation qui sont partenaires du Bon Coin, donc qui diffusent. Et il faut savoir, pour les organismes de formation, c'est gratuit de diffuser sur Le Bon Coin parce que justement, on veut offrir un panel le plus large possible aux Français qui viennent sur Le Bon Coin pour trouver des formations. Donc, il faut cliquer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les formations, on l'a dit, jeunes et moins jeunes, parce qu'aujourd'hui, les Français veulent progresser, même parfois changer de métier. Puis, il y a aussi un accompagnement assez important pour conclure sur les stages. L'apprentissage, il faut aller dans la catégorie emploi. Dans la catégorie emploi, voilà, on considère que c'est comme un emploi. Et là, on va accompagner les entreprises aussi à trouver leurs stagiaires et leurs apprentis, parce qu'au final, c'est une population qui est assez difficile pour les entreprises à trouver. Et donc, on va mettre en place des dispositifs de communication pour mettre en avant leur entreprise, leurs valeurs, dont on en parlait il y a plusieurs semaines, et de pouvoir le mettre en avant et trouver leurs apprentis et leurs stagiaires sur Le Bon Coin dans la catégorie emploi. Et ça, c'est tout le bénéfice en fait de la mise en relation grâce à la plateforme, puisqu'en fait il suffit de mettre en relation l'offre et la demande, et ça fonctionne parce que j'ai vu qu'au nombre de clics c'était assez impressionnant. Oui, ça fonctionne. Donc dès le lancement de la catégorie formation professionnelle, on a eu plus de 500 000 visiteurs qui sont venus sur cette catégorie-là. Et pour la partie stage et apprentissage, en fait, on est dans les top 10 des marques préférées par les millennials, donc c'est la nouvelle population. Les fameux millennials. Exactement. Et en fait, ça représente quasiment 8 millions de personnes en âge d'être dans l'apprentissage, puisque vous savez, l'âge a été élargi, donc il y a plus de 8 millions de personnes. Donc forcément, jusqu'à 30 ans, me semble-t-il. 29 oui. Juste avant 30 ans, effectivement, puisque les aides sont allées jusqu'à 29 ans. Exactement. Merci Pauline Roche d'être venue nous éclairer sur ces questions de formation. Allez jeter un œil, évidemment, sur le site du Bon Coin. Peut-être qu'il y aura stage
formation à votre pied. Merci d'être venu sur notre plateau, merci de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe, merci à Victoire qui était aux manettes aujourd'hui, merci évidemment à Pauline, merci à toute l'équipe technique, évidemment à Jérémy Gentil à la réalisation, et puis merci à tous ceux qui nous regardent et qui nous accompagnent chaque jour. Je serai là demain en direct, évidemment. Portez-vous bien d'ici là, puis restez fidèles au programme de Bismart. Bye bye.